Rejoignez la compétition en regardant votre magazine Be In eSport avec PlayStation League. Bonjour à tous et bienvenue dans Be In eSport, votre magazine dédié à l'actualité du jeu vidéo compétitif. Nous sommes ravis de vous retrouver bien sûr pour une nouvelle émission. Bonjour Laure, comment ça va? Ça va super bien, merci Twix. Surtout qu'aujourd'hui on reçoit le dirigeant d'une structure emblématique de l'e-sport français. Ils signent leur grand retour sur League of Legends. On en parlera juste après le sommaire avec le président de la structure ainsi qu'un joueur de l'équipe. Et en décembre dernier, l'éditeur Blizzard annonçait l'arrêt total du circuit professionnel sur son jeu Heroes of the Storm. Et à un mois seulement du lancement de la deuxième saison de l'Overwatch League, Blizzard s'apprête à vivre une année vraiment déterminante et c'est justement notre dossier de la semaine. On connaît désormais toutes les équipes qui constitueront la LFL, qui est donc la Ligue française de League of Legends. Retour sur toutes les annonces concernant cette compétition qui démarrera le 22 janvier. Cette semaine, c'était aussi les phases finales du segment d'hiver de l'Orange e-Ligue 1 sur FIFA. On vous donnera le nom des 4 joueurs qui viendront s'affronter ici à Be In pour le titre de champion du segment d'hiver. Et comme chaque semaine, les dernières news gaming avec la sortie d'un grand classique du jeu vidéo. C'est le nouvel opus de la saga Ace Combat avec Ace Combat 7 Skies Unknown. On vous le disait, ils font leur grand retour sur League of Legends. Olivier Ozou, président de la structure AAA Gaming, et Frédéric Fred Simonet, joueurs de l'équipe, sont avec nous aujourd'hui. Rejoignez-nous en plateau. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonjour. Bienvenue. Salut. Bienvenue. Bienvenue. Asseyez-vous, asseyez-vous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc c'est officiel, ça y est, AAA fera partie de la LFL, qui est donc la Ligue française de League of Legends. Alors Olivier, c'est assez historique, AAA faisait partie des débuts sur League of Legends. Qu'est-ce qui vous a motivé à candidater à cette nouvelle Ligue française? Bon, alors déjà, pour être honnête, c'est un retour qu'on souhaitait déjà faire depuis un petit bout de temps, ça nous manquait. On avait déjà regardé un petit peu avec le LoL Open Tour. Et puis là, l'arrivée de ce format LFL, il n'y avait plus d'hésitation possible, on a foncé. Vous avez eu donc raison de foncer. On parlera justement des multiples raisons juste après. On voit justement sur l'écran ton équipe, Fred, donc l'équipe AA qui est donc alignée pour cette LFL. Est-ce que tu peux nous présenter justement tes coéquipiers et juste après nous pitcher ton ambition pour cette entrée en Ligue? Oui, bien sûr. Alors, du bas de la carte, en botlane, on a Yore en support et Dreamzone ADC. Au mid, on a Cédric. Et en jungle, Karim KT. Donc, que des joueurs qui ont fait partie du LoL Open Tour depuis un an, au moins. Oui. Nos ambitions sur la Ligue, pour l'instant, c'est de faire les playoffs, au moins. C'est clairement possible, même si la Ligue risque d'être très relevée au vu des équipes qui ont été annoncées. Donc, comme tu le disais justement, Fred, les joueurs faisaient partie du LoL Open Tour, donc c'est principalement une équipe qui est assez jeune. C'est souvent le cas sur les équipes AA, de ce qu'on a remarqué dans vos recrutements. Est-ce que c'est important pour vous, l'encadrement des joueurs dans une nouvelle équipe? Alors, c'est important, oui, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que l'histoire d'AA, c'est souvent d'avoir fait connaître, fait émerger des joueurs ou même des casters. Maintenant, on fait attention aussi à essayer de les associer aussi avec de l'expérience. En l'occurrence, Fred n'est pas nouveau sur le circuit LoL. Sur Counter-Strike, on avait au Striker. Voilà, il y avait quand même cette notion d'essayer d'avoir une équipe compétitive à partir de jeunes talents, mais quand même bien encadrée. Bien entendu. Alors, on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans cette LFL. On va voir l'ensemble des autres équipes que Gensol Authority qui vont participer à cette ligue. On va y retrouver des grands noms qu'on connaît très bien de la scène française. On a LDLC, bien sûr. Nous avons juste à côté Gamers Origin et bien entendu les champions de France en titre, Vitality Academy. À côté de ça, Rogue, Mon Club eSport, Solari, Gensol Authority, bien sûr. Et la surprise pour cette première saison de LFL, c'est l'équipe Misfits Academy, donc Misfits équipe numéro 2, qui va donc officier en LFL, en plus du LEC, à la même image que Vitality d'ailleurs. Fred, est-ce qu'il y a une équipe ici que tu redoutes d'affronter ou que tu as hâte d'affronter d'ailleurs? Il y en a un certain nombre que j'ai hâte d'affronter, surtout Vitality, parce qu'il y a Skins, qui est un ancien teammate à moi, qui est dedans. Et chez Mec, mon adversaire direct que j'estime beaucoup. Mais sinon, le niveau, comme j'ai dit, sera très relevé, donc il y a un certain nombre d'équipes qui font peur.
Après, je pense que le niveau est assez serré pour que les matchs ne soient pas joués d'avance du tout. Évidemment. Mais parmi, Olivier, en tout cas, parmi donc, toutes ces structures, il y a un joueur qui partage un passé quand même avec AA, c'est Yellowstar, coach de LDLC, donc qui a... Alors c'est avec votre maillot qu'il a disputé la première finale de League of Legends, donc c'est quand même assez historique. On est allé à sa rencontre justement et on lui a demandé ce que ça faisait de vous voir revenir sur la scène et qu'est-ce qu'il pensait de ce retour de AA en compétition. Bien évidemment, pendant ma carrière de joueur, j'ai pu faire quelques équipes, notamment AA, dans laquelle on est arrivé jusqu'en finale des Worlds lors de la saison 1. Et en plus de ça, c'est cette équipe qui m'a permis, entre guillemets, de me projeter et de me lancer dans cette carrière de joueur pro. Donc forcément, je les porte dans mon cœur, j'en suis très reconnaissant et ça fait énormément de plaisir de les voir surgir, on va dire, dans la LFL. Et franchement, ça me fait énormément de plaisir. Mais bon, il n'y aura pas de pitié sur le terrain. Bon, pas de pitié ici, comme il le dit. Olivier, c'est quand même un des joueurs les plus emblématiques de League of Legends ici, Yellowstar. Ça te fait quoi d'entendre qu'il porte quand même toujours AA dans son cœur? Ça fait extrêmement plaisir. Hein. C'est ce type de reconnaissance vraiment qui touche le plus, c'est-à-dire qu'on fait ce qu'on peut le maximum pour mettre en avant les joueurs, pour les mettre dans les meilleures dispositions et puis d'avoir les plus beaux résultats possibles. Et derrière, c'est lorsque les joueurs évoluent à un niveau encore au-dessus, à un niveau international, et quand ils nous font un petit coucou et qu'ils nous montrent leur reconnaissance, c'est extrêmement important et gratifiant pour nous. Et de ton côté, Fred, on l'entendait, il disait que ça allait pas être facile et qu'il allait évidemment pas vous laisser de chance sur le terrain. Ça te fait quoi de te dire que tu vas retrouver un adversaire comme Yellowstar, moi en tant que coach ici du coup, mais en LFL? J'ai déjà eu l'occasion de jouer contre lui sur l'Open Tour un petit peu. C'est quelque chose forcément de voir une figure emblématique de League of Legends contre soi. Après, ça reste un être humain. Donc... C'est un joueur retraité voilà. Après tout. Hein. Et puis c'est un retraité, mais... LDLC à la rencontre, tu la sens comment, là, comme ça? Je la sens serrée. Qui va gagner, ça va être dur. Ça va dépendre de la préparation des deux équipes et des 2 semaines qui arrivent, mais ça va être serré. Ouais, dur de dire qui gagnera. Ça sera peut-être un des matchs qu'on suivra vraiment avec attention. C'est deux line-up historiques ici. Alors Twig, je me tourne vers toi maintenant. Ouais. On a vu les équipes en compétition, mais je sais que tu nous as concocté aussi une petite liste des joueurs à suivre dans cette LFL. Absolument, le Players to Watch, une petite présélection des joueurs sur lesquels il faut porter son attention. On va commencer bien dans l'ordre avec l'équipe Misfits, qui est la seule équipe qui est dénuée de joueurs français pour le coup. Mais on a déjà Néon qui avait officié donc, au sein de Millennium dans justement le championnat français et Iva également qui était également chez Misfits. Hein. On sait qu'il était en backstage très très important. Il a déjà bien sûr officié en Ligue française précédemment. Chez Vitality Academy, eh bien, nous avons Skins et Seiken. Donc Skins, Fred nous en a parlé, ancien teammate bien sûr, il connaît ses talents. Mais Skins et Seiken, donc Skins qui nous vient bien sûr tout droit de Solari. Hein. Voilà, il y avait eu des petits transferts comme ça. Il y a aussi Trend dans l'équipe qui avait... Voilà, ils avaient pris le pari de la team Dami. Seiken, qui est vraiment une star montante, hein, je pense, de son poste de mid laner. Gamers Origin avec du recrutement, eh bien, LCS tiers, hein, première division, avec Pride et Smithy J. Nouveau venu chez Solari, c'est Manati, un joueur extrêmement jeune et extrêmement prometteur, si on en croit bien sûr les gérants de la structure. Les 2 clowns chez LDLC, voilà, c'est Joko et Steelback. 2 joueurs de Ligue 1 qui redescendent en Ligue 2, donc en Ligue française, mais qui, en tout cas, après les interviews, ont vraiment très envie d'écraser la Ligue, en tout cas, c'est leur mot. Njawe chez Rogue Esport, Njawe qui s'est vachement distingué avec... Oui, il est un peu endormi, mais qui s'est vachement distingué en fil solo, avec notamment en choquant certains joueurs pros avec ses capacités mécaniques. Kaze et Mew, 2 anciens Millennium au sein de mon club e-sport avec 3 joueurs inter. Et on termine avec Against Authority, bien sûr. J'avais mis Fred, mais il est avec nous. Mais il y a son jungler qui m'intéresse beaucoup, Karim Katie, avec un excellentissime Lee Sin. Et il a fait quelques promesses durant le Media Day. Donc voilà, Karim Katie, je l'attends. Ça nous fait un très très beau programme ici, Fred. Quand tu vois ces joueurs-là, il y en a un qui t'impressionne particulièrement? Non, pas spécialement. J'ai l'habitude de jouer contre, que ce soit en compète ou en solo queue. Ça fait plaisir de retrouver quelques-uns face à soi, comme j'ai dit, mais
Pas de peur particulière. Ça serait une belle compétition. Il n'est jamais intimidé de toute façon, un véritable rock sur son poste de top laner depuis Gros Billy Sport. On connaît l'histoire de Fred. Alors on le disait en introduction, la compétition débutera le 22 janvier prochain, donc c'est très bientôt. On va voir les affiches, on va voir l'agenda justement de la première journée, avec directement un choc pour vous, puisque vous allez affronter Mon Club eSport pour le Day One, et juste après, il y aura un choc entre Vitality Academy et Misfits Academy, donc le remake un petit peu de ce qui se passe en LEC, donc en Ligue 1. Et au niveau de votre deuxième journée, ce sera LDLC, donc ce match qu'on attend avec impatience, dont on parlait tout à l'heure. Voilà pour l'introduction pour les 2 premières journées. Comment est-ce que vous allez vous préparer pour ces matchs, messieurs? C'est quand même 2 affiches qui sont très différentes, donc Mon Club eSport d'un côté et LDLC de l'autre. Je vais te laisser répondre, Fred. On a commencé à penser des stratégies pour chacune des équipes pour essayer de les battre là où on pense pouvoir créer des points forts pour nous. Après, pour l'instant, c'est encore le début de l'entraînement, donc on progresse en équipe tranquillement. Comment est-ce qu'on aborde les 2 profils vraiment différents de ces 2 équipes? Mon Club eSport, c'est une équipe vraiment nouvelle. LDLC qui fait un recrutement de joueurs de première division qui semble vouloir beaucoup investir. Comment est-ce qu'on visualise un petit peu la différence entre ces 2 équipes? On essaie surtout de se baser sur ce qu'on connaît des joueurs, en fait, puisque au final, les 2 équipes sont relativement nouvelles. Chez LDLC, il n'y a que Comp et Eka qui jouent ensemble, et puis Steelback et Joko, mais... Donc on essaie de se baser sur ce qu'on sait des joueurs pour faire des strats qui marcheront contre eux, globalement. Il reste 2 semaines pour s'adapter ici, donc vous avez encore globalement le temps. Ouais, voilà, 22 janvier, on l'a dit, commencement de cette LFL. On suivra évidemment tout ça avec attention. Fred, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Olivier, tu restes avec nous parce qu'on a encore beaucoup de choses à aborder du côté de AAA Gaming, mais en attendant... On va se pencher du côté de Blizzard, c'est notre dossier de la semaine, à la croisée des chemins, un sujet de Stéphane Cochara et Bastille Meffray, excusez-moi. S'il n'a jamais réussi à détrôner League of Legends et Dota, Heroes of the Storm tient une place toute particulière dans le cœur des fans de Blizzard. Sa grande force, rassembler les univers de Diablo, World of Warcraft, Starcraft ou encore Overwatch dans un seul et même jeu. Alors, quand Blizzard a annoncé l'arrêt des compétitions officielles sur son MOBA, les observateurs ont remis en doute sa stratégie e-sport. Blizzard, à la croisée des chemins, c'est notre dossier de la semaine. Si l'arrêt de la compétition Heroes peut paraître brutal pour le public, les joueurs en ont senti les premiers signes il y a bien longtemps. JPL, joueur professionnel chez Dignitas, nous confiait déjà son inquiétude sur l'avenir e-sportif du jeu lors de la dernière édition du Western Clash. Je pense que je vais pas tarder à arrêter Heroes aussi à la fin de l'année, étant donné que je pense que les ressources ne seront plus dirigées vers Heroes. C'est mon ressenti en tant que joueur professionnel à l'heure actuelle. Saelind, casteur de la première heure qui s'est éloigné de la scène depuis, n'a pas non plus été surpris par l'arrêt des HGC, la compétition officielle sur Heroes of the Storm. Il y a probablement un constat du fait que ça devait leur coûter extrêmement cher par rapport à ce que ça pouvait leur apporter, parce que le circuit HGC c'était quand même un circuit où tous les joueurs étaient rémunérés directement par Blizzard. Il y avait plusieurs gros événements sur l'année et du coup ça faisait des sacrés coups forcément derrière, et peut-être qu'ils y trouvaient pas leur compte. Il y avait un viewership qui était correct mais qui est pas formidable non plus, et ça suffit peut-être pas à Blizzard tout simplement. En quelques mois d'existence, l'Overwatch League, elle, s'est imposée comme une nouvelle référence en e-sport avec son format inspiré de la NBA. Si la première année a été une réussite, les ambitions de Blizzard sont sans limite, avec notamment la construction d'arènes dans les villes de chaque club d'ici 2020. L'Overwatch League, pour le coup, c'est un bon exemple de ce qui peut être fait en e-sport, je veux dire en termes de production, en termes de storytelling, en termes de création d'équipe quand même, parce qu'il faut le rappeler, l'Overwatch League c'est parti avec aucune structure qui n'avait le droit de récupérer son nom. Cloud9 ne peut pas être Cloud9, les Optic Gaming ne peuvent pas être les Optic Gaming, donc quand même de réussir en un an à créer autant de hype sur des équipes qui n'existaient pas avant, c'est quand même une réussite. En termes d'audience sur Twitch, en revanche, Overwatch réalise une moins belle année que Hearthstone, le jeu de cartes de Blizzard qui est pourtant
bien moins mise en avant par l'éditeur. L'e-sport c'est un peu créé par lui-même sur Hearthstone, alors que sur Heroes of the Storm, comme sur Overwatch, ils l'ont un peu forcé. C'est eux qui ont un peu créé le truc. Dès qu'ils voient qu'il y a une possibilité en e-sport, et ils s'impliquent plus à faire de l'e-sport qu'à continuer à s'occuper de leur jeu. Et on a l'impression qu'ils mettent tellement de ressources sur le circuit e-sport qu'ils n'arrivent plus à gagner des gens sur le jeu, en tout cas à gagner des gens qui sont intéressés par le stream, par la compétition. 2019 sera donc une année clé pour Blizzard, qui devra prouver à sa communauté que l'arrêt de Heroes of the Storm n'était pas vain. Un aveu d'échec pour un éditeur mythique qui mise tout sur la réforme du circuit Hearthstone et surtout sur la deuxième saison de l'Overwatch League. Ses 8 nouvelles équipes, dont celle de Paris, et ses horaires remaniés pour l'Europe et l'Asie, 2 territoires clés pour l'avenir de la Ligue et indirectement pour l'e-sport made in Blizzard. Si la sauce doit prendre en Europe sur l'Overwatch League, c'est cette année. Ça marche pas cette année. J'en souhaite 2 ans avant d'être un nouveau Heroes of the Storm peut-être. Et nous sommes toujours dans Bein eSport avec Olivier Ozou, président de AA Gaming. Alors, on vous avait posé la question sur Twitter si vous pensiez que Blizzard avait eu raison de oui ou non arrêter son circuit Heroes of the Storm. Et vous avez été 62% à répondre que oui, avec plus de 4000 votants. Donc, finalement, c'est une décision qui surprend personne ici. Olivier, qu'est-ce que tu en penses, toi, de l'arrêt de la compétition Heroes ? Je suis pas surpris. Ouais. Maintenant, ça me fait de la peine quand même pour cette communauté, parce que surtout, on l'a vu se mobiliser là, donc on voit qu'elle était présente. Maintenant, c'est un choix qui se comprend de la part de Blizzard, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé sur ce jeu, ils ont essayé de le mettre en avant, de créer un format, et force est de constater que ça n'a pas atteint les objectifs qu'ils espéraient. Tu aurais voté oui, justement, au sondage, donc l'arrêt de Heroes of the Storm. Bonne tu es d'accord, bonne idée, pas bonne idée? Ça dépend de quel point de vue je me place. C'est-à-dire que d'un point de vue business, j'imagine que Blizzard a ses bonnes raisons, qui sont sûrement d'autres projets sur lesquels se focaliser. Après, moi, j'ai redécouvert très honnêtement la communauté Heroes récemment. Je pensais que c'était un jeu qui était mort depuis longtemps, on va dire ça comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment des braises bien présentes, une vraie communauté. Et on l'a vu là avec cette manifestation suite à cette annonce. Et on en parlait, mais la façon dont ça a été fait, ça a quand même été assez brusque, assez brutal. Ah ouais. Et moi, je comprends. Quand il y a un jeu sur lequel on s'investit, qu'on passe du temps et qui s'arrête aussi, qui s'arrête quasiment aussi nettement, je trouve ça assez difficile. En tout cas, la communauté se bat. Effectivement, il y a quelques commentateurs, etc., qui essayent de raviver un petit peu cette flamme et peut-être de convaincre l'éditeur de reprendre. Mais Johan Bouchard terminait le dossier justement sur un point très important, c'est le destin de l'Overwatch League qui, cette année, donc, met tout en œuvre pour que le public européen et asiatique puisse bel et bien suivre dans les meilleurs horaires possibles la compétition. Il disait aussi que si ce n'était pas le cas, si ce n'arrivait pas à prendre, ça pourrait être un nouveau Heroes of the Storm d'ici 1 ou 2 ans. Est-ce que tu es en adéquation avec cette opinion? Tu penses que c'est peut-être la dernière cartouche d'Overwatch? On a souvent reproché à Blizzard finalement de ne pas forcément bien soutenir leur jeu en e-sport en tout cas. C'est sûr qu'il y a eu des hauts et des bas avec Blizzard. Ouais. Là, on ne peut pas leur dire que Overwatch, ils ne le soutiennent pas. C'est-à-dire qu'ils mettent les bouchées doubles. Clairement, on le sent que c'est un projet extrêmement important, ce format de franchise. Il y a des grosses ambitions sur ce jeu. Et on comprend assez facilement leurs priorités. Ils sont obligés de prioriser. Alors, ils ont d'autres licences, que ce soit Hearthstone qui est concurrencé avec d'autres jeux type Magic. Peut-être trop. Oui. Mais Artifact, voilà. World of Warcraft aussi, qui est quand même toujours un succès. Mais l'Overwatch League, en tout cas, c'est clairement un projet extrêmement ambitieux et sur lequel je pense qu'ils ne peuvent pas souper. Ça a bien marché en France, en tout cas. Il y a de quoi soutenir avec l'équipe de Paris, comme on disait, mais c'est vrai, ça sera une année charnière pour Blizzard ici. On va finir sur le sujet Heroes of the Storm. Est-ce que vous, à un moment, ça aurait été un projet d'avoir une équipe Heroes sur AA Alors, on s'est positionné au début, on a même organisé des tournois. Vraiment, on y croyait à cette licence. Et petit à petit, c'est vrai qu'on a perdu un peu espoir et on s'en est un peu éloigné. Donc du coup, non, ces derniers temps, c'était pas du tout d'actualité de se mettre dessus. Finalement, bonne décision en tout cas. On va passer sur un autre jeu avant de continuer de parler de AA. Un jeu sur lequel vous étiez, puisque vous aviez même Bruce Granek en tant que joueur. Alors ici, c'était Bruce Granek aussi, mais pas en tant que joueur, plutôt en tant que casteur. On va parler de FIFA. Ce week-end, Bruce castait les phases finales du segment d'hiver de l'Orange e-Ligue 1 Twix. Absolument, et on connaît désormais donc le nom des 4 joueurs qui viendront s'affronter ici même sur le plateau de Bein pour obtenir le titre de champion d'hiver. Une phase finale extrêmement relevée qui verra s'opposer d'un côté pour la finale PS4 le joueur PSG eSport Manika contre le représentant du stade Malherbe de Caen, Couture Dilo.
Et enfin, pour Xbox, ce sera Dax du PSG eSport, encore une fois, contre Rezia de l'AS Monaco. Non, carton plein en tout cas pour PSG eSport, avec 2 joueurs en finale ici. On vous rappelle que vous pourrez suivre tous les résumés en interview de ces playoffs samedi soir sur beIN Sport dans le magazine Orange e-Ligue 1 à partir de 22h. Bon, Olivier, maintenant, passons sur un jeu qui est important pour Games Authority, surtout récemment, puisque vous aviez aussi une équipe sur Counter-Strike Global Offensive, avec le joueur ZywOo, pressenti pour être l'un des meilleurs joueurs du monde, un véritable phénomène. Aujourd'hui, il joue pour Vitality. Comment son transfert s'est passé? Ça a dû faire un petit pincement de se séparer d'une telle pépite. Oui, c'est clairement un joueur d'exception, on ne va pas se mentir. Son transfert c'est globalement très bien passé, c'est-à-dire que il s'est fait en plusieurs étapes, c'est-à-dire au début d'année, il y a 1 an, donc en janvier. C'est vrai qu'il y avait déjà des offres de structures internationales, mais on savait dès le départ, c'est un accord entre lui et sa famille également, les études en priorité. Ouais. Et on évoque rien avant le bac, donc c'était juin. Donc toutes les offres, on va dire qu'elles ont été mises de côté, mais c'est pas évident pour un jeune joueur quand on lui fait miroiter des salaires importants, un niveau de jeu international, de se concentrer un peu sur les études alors qu'il a envie que de jouer, évidemment. C'est un danger, c'est vrai. Absolument. Et une fois le bac passé, on a pris le temps. Il y a eu des offres. On ne s'est vraiment pas précipité. On en a discuté avec lui et sa maman jusqu'à l'offre Vitality qui faisait complètement sens. J'avais rencontré Néo pour en discuter. Et j'ai tout de suite senti qu'il avait cerné le profil parce que Mathieu, c'est un profil aussi atypique en tant que skill et en tant que personne. Et je pense qu'il a très bien compris comment l'intégrer dans un projet. Et Mathieu, ça lui faisait plaisir aussi d'évoluer avec des joueurs d'un niveau international. Et donc, tout s'est très bien passé. C'est valorisant, j'imagine, pour toi de voir des joueurs que tu fais naître grandir même dans d'autres structures, même s'ils ne se développent pas forcément toujours au sein de AA. Ah, complètement. Tu citais Bruce Granek. Franchement, Bruce Granek et Braque, même à l'époque. C'est un exemple. Il y a Soaz, Yellow Star. Là, on parle de Mathieu qui marquera clairement l'histoire de Counter-Strike, j'en ai aucun doute. Oui, ça fait extrêmement plaisir. Et surtout, quand on les revoit et qu'il y a un petit mot de reconnaissance, c'est très plaisant. Ah, c'est le centre de formation de l'e-sport français un petit peu. Le premier centre de formation. C'est un constat qu'on veut faire. Ça doit apprendre les meilleures bases. En tout cas, c'est une vraie volonté de notre part d'accompagner et d'encadrer les joueurs. C'est-à-dire qu'il y a les performances qui sont importantes, évidemment, dans le club e-sport. Mais on a une vraie volonté d'apporter plus que ça, d'apporter un encadrement qui va au-delà de l'e-sport. Parce que l'avenir, on ne sait pas pour ces jeunes où il sera. Ouais. Et il y a une culture aussi d'héritage et de transmission chez AA, auquel je suis particulièrement attaché. Et donc c'est pour ça que je pense qu'on a une place un peu à part en termes de club sportif, effectivement, où on forme d'un point de vue sportif, mais aussi en dehors de ce cadre-là. Place à part, sur la formation, puis sur la structure au global quand même, puisque rappelons-le, AA, c'est aussi un site d'information e-sport très très réputé en France. Est-ce que c'est une activité que tu souhaites continuer et ou développer en 2019 ? Clairement, c'est vrai qu'on parle du club e-sport. Initialement, c'est ce qui était fondé en 2000. Mais c'est aussi un site internet qui a vu le jour il y a 15 ans maintenant. C'est vraiment 2 pans de l'activité de Team AA. Là, on aperçoit le site qui assez old school. Assez old school, absolument, qui a son charme. Voilà, il y a beaucoup d'informations. Et d'ailleurs, c'est l'un de nos projets très prochainement. C'est de sortir un nouveau site avec une esthétique différente qui permettra de mieux mettre en avant les différentes actualités sur les différents jeux, qui sera plus complet également, une refonte mobile. Donc c'est une vraie ambition. Bien sûr, mais on comprend, c'est une vraie ambition là, pour 2019 et on a hâte là, c'est pour bientôt. C'est super, on a vraiment hâte de voir ça aussi, c'est quand même un des sites les plus emblématiques de l'e-sport. Il est très très précieux pour nous, on ne va pas le cacher. Ça fait beaucoup de projets du coup pour 2019, on te souhaite bon courage évidemment, on suivra ça de très près vu que c'est un site qu'on voit assez souvent. On enchaîne Twix avec les news gaming et la sortie d'un nouveau jeu, Ace Combat. Et tout à fait, c'est presque 5 ans après le dernier opus que le nouveau jeu issu de la saga culte Ace Combat fait son retour. Ace Combat 7, Skies Unknown, c'est son nom. Il s'agit toujours bien sûr d'un jeu de simulateur de vol de combat, mode histoire, bien sûr, graphisme rafraîchi à fond. Vous avez toujours cette même patte de Ace Combat qui remonte bien sûr aux premières éditions. J'y jouais quand j'étais tout petit, c'est pour ça que je suis un peu nostalgique pour ce jeu. Mais il y a également des nouveautés, on veut explorer l'univers
l'univers de la VR. Et vous allez justement le voir en image ici. Il s'agit de Mélanie Astle. Alors, pardon si j'ai écorché bien sûr le nom, mais voilà, quintuple championne de France de voltige aérienne, qui a donc testé Ace Combat avec ce mode de réalité augmentée, réalité virtuelle. Et qui a été apparemment hyper fan. Donc voilà ce que vous pourrez peut-être faire une fois que Ace Combat sera disponible. Ouais, validé par une experte, donc très très cool ce Ace Combat 7 et il sort cette semaine sur PS4, Xbox et PC. Bon, c'est malheureusement déjà la fin de notre émission, je pense qu'on n'a pas eu le temps d'aborder tout ce qu'on voulait voir sur AA, mais avant de se quitter, qu'est-ce que tu peux nous teaser pour cette année 2019 ? Outre la sortie du site internet, on a une vraie envie de retour sur la scène compétitive avec de nouvelles équipes, sur de nouveaux jeux et voilà. Bon, on suivra ça évidemment avec attention. Merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie aujourd'hui. Twix, merci encore une fois d'être mon acolyte dans cette émission et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine dans BeIN Esport. À bientôt. Thank you.